Je m'appelle Antoine. J'ai 29 ans et je travaille dans le support informatique pour un centre hospitalier régional. Je vis dans un T3 en location à Villeurbanne, en périphérie de Lyon. Et mes semaines sont assez routinières. Horaire décalé le matin, salle de sport après le boulot, course au supermarché le dimanche. Ma copine, c'est Chloé. Elle a 27 ans et nous sommes ensemble depuis un peu plus d'un an. Elle a emménagé chez moi il y a 4 mois et nous partageons les factures, pas parfaitement à parts égales, mais suffisamment pour avoir l'impression de partager une vraie vie commune. Chloé est le genre de personne qui peut être charmante pendant 10 minutes puis devenir cassante dès qu'elle s'ennuie. Elle parle vite, fait des blagues aux dépens des autres et agit comme si quiconque réagissait était le problème. Je ne suis pas novice avec les femmes directes, et je n'ai pas besoin de quelqu'un de fragile. Mais avec elle, j'avais toujours l'impression qu'elle testait jusqu'où elle pouvait aller. Le plus gros problème persistant est son ex, Maxime. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans et ont rompu un peu avant qu'elle ne me rencontre. Elle jure qu'ils sont mieux en tant qu'amis. Ça ne m'enchantait pas, mais je me suis dit que je pouvais gérer une amitié entre adultes si elle restait respectueuse. Elle n'est pas restée respectueuse. Au début, c'était des cafés pris au hasard, puis c'est devenu des soirées entières. Elle en parlait comme d'une réflexion après coup en mettant son mascara, comme si elle annonçait qu'elle allait relever le courrier. Si je posais des questions, elle levait les yeux au ciel et disait que je faisais encore mon mec qui manque de confiance en lui. Il y a 2 soirs, elle est rentrée tard, sentant l'odeur du bar de la rue d'à côté, et a posé son téléphone sur le plan de travail, face vers le bas. Je lui ai demandé comment s'était passée sa soirée. Elle a répondu « sympa ». Maxime était de meilleure humeur que d'habitude. Cette formulation m'a fait tiquer, comme si j'entendais parler d'un petit ami, pas d'un ex. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait qu'elle passe du temps en tête-à-tête avec lui aussi souvent, surtout le soir, surtout en buvant. Je lui ai dit que je n'essayais pas de la contrôler. Je demandais des limites qui étaient logiques si nous étions sérieux. Elle a ri, s'est appuyée contre l'encadrement de la porte comme si j'étais un collègue racontant une mauvaise blague, et a dit que c'était un peu mignon la façon dont j'étais jaloux quand elle passait du temps avec son ex. Puis elle a dit que je n'étais peut-être tout simplement pas fait pour être en couple. Je n'ai pas discuté. Je suis devenu silencieux parce que quelque chose s'est mis en place dans mon esprit. Quand elle a dit ça, je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis senti libéré. Pas libéré de la conversation. Libéré de l'équation que j'essayais de résoudre depuis des mois. Jusqu'à ce moment-là, j'avais abordé cela comme un problème que je pouvais régler avec une meilleure communication. J'avais demandé des plans plus clairs. J'avais suggéré des sorties en groupe plutôt que des verres en tête-à-tête. J'avais proposé de rencontrer Maxime pour qu'il ne ressemble pas à une présence fantôme dans ma relation. Chaque suggestion était traitée comme si je demandais la permission d'exister dans mon propre appartement. Son commentaire sur le fait que je n'étais pas fait pour être en couple n'était pas seulement une insulte. C'était un positionnement. Elle présentait mon inconfort comme une faiblesse et se plaçait elle-même en tant qu'évaluatrice. Je ne suis pas en compétition au sein de ma propre relation. Elle est allée prendre une douche, arborant toujours un petit sourire narquois comme si elle avait marqué un point. J'ai nettoyé la cuisine en silence. J'ai repensé aux 4 derniers mois depuis qu'elle avait emménagé. Les fois où elle est restée dehors tard sans me le dire. La façon dont elle disait que Maxime la connaissait mieux que quiconque, même quand j'étais assis juste là. La façon dont elle comparait comment il gérait les choses par rapport à moi. Si les rôles étaient inversés, si je buvais seul avec mon ex chaque semaine et disais à Chloé qu'elle était mignonne de se sentir bizarre à ce sujet, je sais exactement comment ça se serait passé. Il y aurait eu une scène. Il y aurait eu une liste d'exigences. Mais quand je demandais un respect de base, c'était moi qui manquais d'assurance. Je suis allé me coucher avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas fouillé dans son téléphone. Je n'ai rien menacé de dramatique. Je suis juste resté allongé et j'ai fait le point. Le bail est à mon nom. Les factures d'électricité sont à mon nom. Elle me virait sa part du loyer chaque mois. Mais il n'y a pas d'engagement légal en dehors des meubles partagés et de son courrier qui arrive ici. À minuit, j'avais déjà décidé de ce que j'allais faire. Pas parce que j'étais jaloux, mais parce que je refusais de rester là où je suis ouvertement classé en dessous d'un autre homme et ensuite moqué pour l'avoir remarqué. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures comme d'habitude. Elle dormait encore.
J'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et posé une demi-journée de congé. Puis j'ai commencé à sortir des cartons du placard de rangement. Je n'ai pas fait claquer les portes des placards ni bouger de façon théâtrale. J'ai traité ça comme un petit projet tranquille du samedi. La première chose que j'ai emballée, c'était les trucs faciles. Ces chaussures sur l'étagère de l'entrée, les plateaux de maquillage supplémentaires qui avaient envahi la moitié du meuble de la salle de bain, la pile de courrier à son nom que j'avais l'intention de lui remettre. Quoi qu'il en soit, j'ai étiqueté chaque carton avec un marqueur noir pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Vers 7 heures, elle est entrée dans la cuisine avec un de mes vieux t-shirts de la fac, a vu les cartons et a froncé les sourcils comme si j'avais réorganisé les meubles sans lui demander. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je faisais du tri. C'était techniquement vrai. Elle s'est versé du café, a fait défiler l'écran de son téléphone et a dit qu'elle rejoindrait peut-être Maxime plus tard parce qu'il passait une semaine difficile. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si nous n'avions pas eu une conversation 12 heures plus tôt sur les limites à ne pas franchir. Cela a scellé ma décision. J'ai dit, d'accord. J'en suis resté là, et j'ai continué à emballer. À 9 heures, le placard de la chambre était à moitié vide de son côté. J'ai plié ses vêtements correctement. Je n'ai rien jeté. J'ai tout gardé propre parce que je ne voulais pas que l'histoire devienne que j'étais instable ou excessif. C'était de la logistique, pas de la vengeance. Elle a finalement compris quand j'ai débranché sa lampe de bureau et enroulé le cordon. Elle m'a demandé si j'étais sérieux. J'ai répondu que oui. Elle a ri à nouveau, mais cette fois, son rire était moins assuré. Elle m'a demandé si je rompais vraiment avec elle pour un manque de confiance en moi. Je lui ai dit que j'y mettais fin parce que je ne sors pas avec des personnes qui rejettent mes limites et se moquent ensuite de moi parce que j'en ai. Elle a croisé les bras et a dit que je prouvais son argument selon lequel je n'étais pas fait pour être en couple, que les hommes matures font confiance à leurs partenaires. Je lui ai dit que les partenaires matures ne testent pas la confiance pour se divertir. Il y a eu un silence, puis un long silence. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de répartie toute prête. Elle a demandé où elle était censée aller. Je lui ai rappelé que Maxime habite à 10 minutes de là. Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer quelque chose de scandaleux. Je ne plaisantais pas. Je lui ai dit que je ne la jetais pas à la rue. J'ai dit qu'elle avait des options. Ses parents vivent à 1 heure de route. Elle a 2 bonnes amies en ville. Et oui, Maxime, qui est apparemment assez stable pour être sa priorité émotionnelle plusieurs soirs par semaine. Elle a dit que j'étais dramatique et que les couples se disputent. J'ai convenu que les couples se disputent, mais ce n'était pas une dispute. C'était un schéma répétitif, et ce schéma c'était moi exprimant une limite et elle la recadrant comme un défaut de caractère. Elle a changé de tactique. Sa voix s'est adoucie. Elle a dit que je réagissais de manière excessive et qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Elle a affirmé qu'elle plaisantait. Je lui ai demandé d'expliquer la blague. Elle n'a pas pu. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par la négociation d'une norme de respect au rabais. Je lui ai également dit que puisque le bail est à mon nom, je lui donnais jusqu'à la fin de la journée pour rassembler ce dont elle avait besoin. Je l'aiderais à porter les cartons jusqu'à sa voiture. Je ne me disputerai pas, mais elle ne resterait pas. Elle m'a accusé de menacer son logement. J'ai clarifié qu'elle était là depuis 4 mois sans être sur le bail et que je n'étais pas légalement tenu de fournir un préavis illimité. Malgré tout, je lui donnais la journée entière parce que je ne suis pas irréfléchi. Elle a fait les 100 pas dans le salon et a dit que je choisissais la fierté plutôt que l'amour. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait de compatibilité. Si elle croyait sincèrement que je n'étais pas fait pour être en couple, alors je résolvais ce problème pour elle. Ça a fait mouche. Vers midi, elle a commencé à sortir des vêtements du placard et à les fourrer dans une valise avec moins de soin que je n'avais fait les cartons. Elle n'arrêtait pas de faire de petites remarques à voix basse sur le fait qu'elle n'arrivait pas à croire que j'étais si fragile. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé le dernier carton avec du scotch et je l'ai empilé près de la porte. À 15 heures, sa voiture était chargée. Lorsqu'elle s'est tenue sur le pas de la porte, elle s'attendait à ce que je l'arrête. Je ne l'ai pas fait. Je me suis écarté et j'ai tenu la porte ouverte. Elle est restée là pendant quelques secondes comme si la scène ne correspondait pas au scénario dans sa tête. Habituellement, quand elle poussait, je repoussais.
C'était notre rythme. Un commentaire cinglant de sa part, une explication défensive de la mienne. Puis un débat stérile qui se terminait par mes excuses pour avoir été trop sensible. Cette fois, il n'y a pas eu de débat, juste de la logistique. Elle a demandé si c'était tout. J'ai dit oui. Elle a demandé si j'allais vraiment laisser une année se terminer comme ça. Je l'ai corrigé. Je lui ai dit que ça s'était terminé quand elle a décidé que mon inconfort était un divertissement. Cela l'a plus agacée que si j'avais crié. Elle a dit que Maxime n'avait jamais essayé de la contrôler. Je lui ai dit que si passer des fins de soirée à répétition à boire seul avec un ex tout en vivant avec son partenaire ne nécessite aucun ajustement, alors nous avons des définitions fondamentalement différentes du contrôle et du respect. Elle a secoué la tête et a dit que je manquais cruellement de confiance en moi. Je lui ai dit que c'était peut-être le cas, mais que ce manque de confiance ne se guérissait pas par l'humiliation. Elle a essayé une dernière approche. Elle a demandé si on pouvait juste prendre quelques jours pour se calmer. Je lui ai répondu que non. Se calmer implique de la confusion. Je ne suis pas confus. Elle a chargé le dernier carton dans son coffre et l'a claqué plus fort que nécessaire. Je suis resté sur le trottoir, les mains dans les poches, sans la bloquer, sans la poursuivre. Avant de monter dans la voiture, elle a dit que j'allais le regretter. Elle a dit que la plupart des femmes ne supporteraient pas une jalousie comme la mienne. Je lui ai dit que je ne cherchais pas la plupart des femmes. J'en cherche une qui ne me compare pas à son ex dans ma propre cuisine. C'est la dernière chose que j'ai dite. Elle est partie sans un mot de plus. Je suis remonté à l'appartement, j'ai verrouillé la porte et j'ai d'abord changé le mot de passe du Wi-Fi. Ensuite, j'ai changé les identifiants de Netflix et des autres plateformes, pas par méchanceté, mais par clarté. Après ça, je me suis assis sur le canapé dans un appartement beaucoup plus silencieux. Je m'attendais à ressentir quelque chose de fort. De la colère, de la tristesse, de la panique. Principalement, j'ai ressenti du soulagement. Elle m'a envoyé un texto environ 20 minutes après son départ. Ça a commencé de manière prévisible. Tu es sérieux là? Puis ça a dégénéré en paragraphes sur la façon dont je l'avais prise au dépourvu, sur la façon dont les couples normaux surmontent les problèmes, sur le fait que j'agissais de façon froide et calculatrice. Elle a dit que je l'avais embarrassée en suggérant qu'elle reste chez Maxime. J'ai tout lu une fois. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, elle a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner, puis un autre appel, puis une notification de message vocal. Je l'ai écouté parce que je voulais être sûr qu'il n'y avait rien de logistique à gérer. Ce n'était pas logistique. C'était-elle en train de pleurer, mais pas d'une manière brisée, d'une manière irritée. Elle a dit que je la punissais d'avoir des amis. Elle a dit que j'allais me calmer et réaliser que j'avais réagi de manière excessive. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle pensait toujours que c'était temporaire. Je ne suis pas intéressé à être la leçon de quelqu'un qui suppose que la situation va s'inverser d'elle-même. J'ai envoyé un dernier texto. J'ai fait court. J'ai dit, je ne souhaite plus aucun contact. Merci d'organiser la récupération de tes petits objets restants par email uniquement. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas de manière théâtrale, pas avec un discours, juste bloqué. Je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook et Snapchat. Je l'ai retiré de l'album photo partagé. Je me suis déconnecté de ces appareils sur mes comptes de streaming. Je n'ai rien posté de vague ou d'émotionnel. Dans les 10 minutes qui ont suivi, elle a essayé d'appeler avec un autre numéro. Je l'ai bloqué aussi. Les gens demanderont probablement pourquoi je n'ai pas gardé la communication ouverte pour être mature. La réponse est simple. Chaque désaccord précédent s'est transformé en une performance où elle essayait de gagner. Je ne participe pas à une autre manche. Le fait de la bloquer n'était pas une question de colère. C'était une question de confinement. Je sais comment elle opère. Si elle sent une faille, elle pousse jusqu'à ce que ça devienne une porte. Il n'y a pas de porte. Le soir venu, l'appartement semblait différent. Pas vide, juste stable. Et puis vers 21 h, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, Maxime se tenait là. Il avait exactement l'air auquel je m'attendais. Sweat à capuche décontractée, les mains dans les poches, une expression à mi-chemin entre l'inquiétude et la suffisance.
Il s'est présenté comme si nous ne nous étions pas tournés autour depuis un an à travers des histoires et des comparaisons. Il a dit que Chloé était chez lui et qu'elle était bouleversée. Il a dit qu'elle lui avait expliqué que j'avais surréagi et que je l'avais mise à la porte pour rien. Je lui ai dit que je ne discutais pas de mon couple avec des tiers. Il a souri d'une manière qui laissait entendre qu'il pensait avoir un moyen de pression. Il a dit qu'il voulait juste s'assurer que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de malentendu. Il a dit qu'ils étaient toujours restés proches et que cela n'avait jamais eu pour but de me menacer. Cette formulation était intéressante, jamais eu pour but de me menacer. Je lui ai dit que le fait que cela me menace ou non était hors de propos. Ce qui importait, c'était que cela franchissait une limite que j'avais clairement communiquée. Il a haussé les épaules et a dit que certains mecs ne peuvent tout simplement pas supporter que leur copine ait un passé. À ce stade, il était évident que ce n'était pas une visite de paix. C'était pour prendre la température. Il voulait voir si j'allais céder, m'excuser ou demander des détails. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai dit qu'elle n'était plus ma copine. J'ai aussi dit que je n'attendais plus de visite chez moi. Si elle a besoin de quoi que ce soit, elle peut m'envoyer un email, pas toi. Il m'a demandé si j'étais vraiment prêt à gâcher une année par jalousie. J'ai dit, je suis prêt à mettre fin à une relation où mon inconfort est moqué puis défendu par l'homme qui le provoque. Ça a fait mouche. Il avait l'air moins amusé après ça. J'ai gardé la porte partiellement fermée tout le temps. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas débattu. Quand la conversation a cessé d'avancer, j'y ai mis fin. Je lui ai dit, ce n'est pas ton problème à résoudre. Bonne nuit. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. 5 minutes plus tard, j'ai reçu une notification de mail. L'email était de Chloé. L'objet tenait en un mot. Sérieusement. Le message lui-même était plus long que n'importe quel texto qu'elle avait envoyé ce jour-là. Elle disait que je l'avais humilié devant Maxime en refusant de lui parler. Elle disait qu'il essayait seulement d'aider et que j'avais rendu les choses gênantes. Elle a répété que j'avais réagi de manière excessive et que les adultes normaux ne font pas les cartons de quelqu'un du jour au lendemain sans en discuter. Je l'ai lu attentivement parce qu'un email semble plus réfléchi qu'un texto. Il n'y avait aucune excuse dedans. Il n'y avait aucune reconnaissance du commentaire spécifique qu'elle avait fait. Rien sur le fait de m'avoir dit que je n'étais pas fait pour être en couple. Rien sur le fait d'avoir ri quand j'avais dit que j'étais mal à l'aise. Le ton entier était concentré sur la façon dont ma réaction l'avait affectée. Elle a dit qu'elle ne savait même pas si elle voulait être avec quelqu'un d'aussi rigide, que j'avais l'air froid et calculateur, que les relations nécessitent de la flexibilité. J'étais d'accord sur une chose. Les relations nécessitent de la flexibilité, mais pas de flexibilité autour du respect fondamental. J'ai répondu une seule fois. Je lui ai dit, je ne suis pas intéressé par le fait de remuer le couteau dans la plaie concernant cette même limite. J'ai dit, j'ai communiqué clairement que tes soirées alcoolisées régulières en tête-à-tête avec ton ex me mettaient mal à l'aise. J'ai dit, tu as rejeté cette inquiétude. La présenter comme un défaut de ma personnalité. Ce n'est pas de la compatibilité. C'est du mépris. J'ai également clarifié une chose importante. Je ne l'ai pas jeté dehors de manière impulsive. J'ai mis fin à la relation et je lui ai demandé de quitter un appartement qui m'appartient légalement. Il y a une différence. Je lui ai dit que j'allais coordonner un moment cette semaine pour qu'elle puisse récupérer les 2 derniers petits objets qu'elle avait laissés derrière elle. Après ça, plus aucun contact. J'ai gardé un ton structuré, pas d'insultes, pas de sarcasme. Elle a répondu dans les minutes qui ont suivi, disant que je déformais les choses et que je manquais de confiance en moi bien avant ça. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai archivé la discussion. Ensuite, j'ai configuré un filtre pour que ces emails aillent directement dans un dossier que je ne vois que si je le décide. Je ne vais pas débattre de mes propres standards avec quelqu'un qui les traite comme un défaut de caractère. Mais ce qui m'a dérangé, ce n'est pas son email. C'est ce que mon ami m'a dit le lendemain matin. Le lendemain matin, je suis allé à la salle de sport comme d'habitude. La routine me permet de rester stable. Pendant que je terminais une série, mon ami Hugo s'est approché avec un air qui se situait entre la gêne et la curiosité. Il m'a demandé si Chloé et moi, ça allait. Je lui ai dit qu'on avait rompu. Il a hoché la tête lentement et a dit que c'était logique. Puis il a hésité. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire.
Il a raconté qu'il était tombé sur Chloé et Maxime dans un bar il y a quelques semaines, pas l'endroit habituel du quartier, un autre à l'autre bout de la ville. Il pensait que j'étais au courant. Il a dit qu'ils n'avaient pas l'air de deux personnes qui prenaient juste des nouvelles l'un de l'autre. Il a dit qu'ils étaient assis près l'un de l'autre, sa main à elle sur le bras de Maxime, riant d'une manière qui semblait intime. Il a souligné qu'il n'avait rien vu d'explicite. Mais il a aussi ajouté que s'il ne connaissait pas le contexte, il aurait pensé qu'ils étaient ensemble. Cela ne m'a pas choqué. Cela a clarifié les choses. Ce qui m'a dérangé, ce n'était pas l'éventuelle tromperie. C'était le récit qu'elle avait construit. Elle donnait l'impression que j'inventais une tension. Que mon inconfort était hypothétique. Pendant ce temps, elle recréait une dynamique qui ressemblait exactement à un rencard. J'ai remercié Hugo de me l'avoir dit. Je ne me suis pas mis en colère. Je ne suis pas sorti de la salle de sport en trombe. J'ai terminé mon entraînement. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à la chronologie, à la fréquence accrue de leur rencontre, aux comparaisons, à la façon dont elle s'illuminait quand son nom était évoqué, mais agissait de manière ennuyée quand je parlais de ma journée. Tout correspondait. De retour à l'appartement, j'ai vérifié le dossier des emails filtrés. Il y avait 3 autres messages d'elle. Le ton avait changé. Moins d'accusations, plus d'investigations. Elle demandait si j'avais vraiment pris ma décision. Elle disait que nous l'avions peut-être tous les deux mal géré. Elle proposait de se rencontrer en personne pour parler comme des adultes. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai mis dans un carton les 2 derniers petits objets qu'elle avait laissés. Un sèche-cheveux et une photo encadrée de nous de l'été dernier. J'ai fixé une heure de récupération pour le samedi après-midi dans un email d'une seule phrase. Pas de discussion, pas de rencontre, pas de nostalgie, et c'est là qu'elle a tenté un dernier coup. Le samedi est arrivé vite. Elle a envoyé un email ce matin-là pour me demander si on pouvait se parler quand elle viendrait chercher ses affaires. J'ai répondu par une seule ligne, la récupération est à 14 h. Je laisserai le carton devant la porte. À 13h55, j'ai placé le carton dans le couloir devant mon appartement et j'ai verrouillé la porte. Je n'étais pas intéressé par une négociation sur le pas de la porte ou une scène dans le couloir. À 14h03, elle m'a envoyé un texto d'un nouveau numéro pour me dire qu'elle était là. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, j'ai entendu ses pas dehors. Puis on a frappé à la porte, pas de manière agressive, mais maîtrisée. Elle a appelé mon nom à travers la porte et a dit que nous devrions au moins terminer ça correctement. Elle a dit que j'étais froid et qu'après tout ce que nous avions partagé, elle méritait une conversation en face à face. Je suis resté silencieux. Puis elle a essayé un ton différent, plus doux. Elle a dit qu'elle avait peut-être mal géré la remarque sur la jalousie, qu'elle ne le pensait pas de la façon dont ça avait sonné, qu'elle était juste frustrée. C'était la chose la plus proche d'une prise de responsabilité que j'avais entendue de toute la semaine, et cela ne s'est manifesté que lorsqu'elle a réalisé que je ne plierais pas. J'ai ouvert la porte juste assez pour me tenir dans l'encadrement sans l'inviter à entrer. Elle avait l'air différente, moins confiante, moins amusée. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que j'irais vraiment jusqu'au bout. Elle a dit qu'elle pensait que j'allais me calmer et m'excuser comme d'habitude. Ça a tout confirmé. Je lui ai dit calmement qu'au moment où elle a ri et remis en question le fait que je sois fait pour être en couple, elle m'a montré comment elle évaluait ses partenaires. J'ai dit que je ne suis pas intéressé à rivaliser avec un ex ou à être testé pour mes réactions. Elle a dit que Maxime lui était juste familier et que ça ne voulait rien dire. Je lui ai dit que la familiarité, c'est très bien. L'irrespect, non. Elle m'a demandé s'il n'y avait vraiment aucune chance. J'ai dit non, pas parce que je la déteste. Pas parce que j'essaie de gagner, mais parce qu'une fois que je vois du mépris, je n'essaie pas de le négocier pour en faire de la tolérance. Elle a ramassé le carton. Pas de câlin, pas d'adieu dramatique, juste un long regard comme si elle était en train de recalculer la situation. Puis elle s'est éloignée. J'ai verrouillé la porte pour la dernière fois et j'ai entièrement supprimé son contact. Ça fait 3 semaines, pas de texto, pas de visite, pas de drame, et pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression que mon appartement m'appartient au lieu de ressembler à une scène où je suis évalué.